Les États-Unis, jusqu'ici, ont dominé, après la disparition de l'URSS, ont dominé un monde qui était devenu unipolaire avec une seule grande puissance, un seul gendarme et quelques alliés, et en face, quelque chose de très inégal. Le rapport de force mondiale change, la Russie et la Chine se renforcent, les BRICS et les pays du Sud aussi, les États-Unis déclinent parce que c'est une économie en faillite, et donc le grand problème, c'est est-ce que vous avez deux courants des États-Unis, un assez réaliste avec Obama, qui est en train d'accepter ce déclin et de manœuvrer pour quand même garder les privilèges des multinationales et quand même foutre le chaos un peu partout. Et puis vous avez carrément des va-t-en-guerre qui trouvent qu'il faudrait attaquer l'Iran, attaquer la Russie et nous embarquer dans la Troisième Guerre mondiale. Ça existe aussi là-bas. Exactement. Ce que je suis en train d'entendre, M. Colomb, c'est-à-dire que là, la première impression, l'Occident ou là, l'Europe n'est pas digne de confiance. Non. Quand est-ce que l'Occident a dit la vérité? L'Occident a dit que les croisades contre les Arabes, c'était une merveilleuse expédition pour la beauté de la foi et que ça n'avait absolument rien de colonial. Et on sait ce qu'il en est. L'Occident a raconté des mensonges sur le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Syrie, l'Irak, le Venezuela, la Bolivie, Cuba. Je peux arrêter la liste quand vous voulez. Donc dites-moi quand l'Occident a dit la vérité sur les relations Nord-Sud. Avec l'Occident. Est-ce que l'Occident et le Maghreb vont se réconcilier un jour? C'est la question qui se pose avec l'ensemble du Nord et du Sud. Je suis convaincu que ça arrivera un jour. Je pense que le système économique et social dans lequel on vit et que j'ai décrit là, il fonce droit dans le mur, il peut pas continuer. On détruit la nature, on détruit les forces de travail, on plonge dans le désespoir des générations entières et la moitié des gens se crève au travail et prend des tranquillisants et l'autre moitié endure le chômage et prend des antidépresseurs. Donc ça peut pas continuer comme ça. Donc s'il vous plaît, je crois qu'il faut changer complètement les relations sociales et les relations internationales. Pardon, Monsieur Colomb, s'il vous plaît, pardon. Donc vous me dites que vous croyez qu'il va y avoir un jour où l'Occident et le Maghreb, moi je parle du Maghreb, où là le Nord et le Sud, d'accord, vont se réconcilier. Oui, je venais à dire qu'on ne peut pas continuer non plus les relations coloniales et néocoloniales qui découlent de ce que je viens de dire. Si les multinationales dominent le travail et les ressources naturelles, il est normal dans ce système qu'ils essaient de contrôler les ressources du Sud et donc les populations du Sud pour pouvoir continuer à voler le pétrole, le gaz, les minerais, etc. Donc ça n'est pas durable, ça provoque des résistances. Moi, je suis du côté des gens du Maghreb et de tous les peuples s'il vous plaît, Monsieur Colomb, pardonnez-moi de vous couper. Il y a quelques minutes, vous me disiez que l'Occident n'est pas digne de confiance. Comment peut-on se réconcilier avec quelqu'un qui n'est pas digne de confiance? Il faut faire une distinction entre les dirigeants qui actuellement décident les politiques de l'Occident, des pays du Nord, on va dire, sans que les populations soient conscientes. Vous savez, nous ici à la télé, on entend la version de nos gouvernements. Donc que les gens qui rentrent du boulot, qui sont crevés, il y a les gosses, etc., ils ont juste le journal télévisé, qu'ils soient désinformés, c'est normal. Donc vous devez toujours faire une distinction entre le 1% et les autres. Et moi, je voulais dire que les populations, les peuples, les gens de l'Europe, de l'Occident, vont un jour ouvrir les yeux, vouloir aussi changer le système dans lequel ils vivent, et qu'à ce moment-là, oui, il y aura des relations beaucoup plus saines et humaines et beaucoup plus égales entre les peuples du Nord et du Sud. Je parle des peuples, mais pour ça, il va falloir changer de système et donc ce sera forcément en contradiction avec ceux qui nous dirigent maintenant. Vous ne croyez pas que ce qui est volé là maintenant avec malice et fourberie sera volé dans le futur avec force et armée? Ah ben ça se passe déjà maintenant qu'on vole avec force. Mais est-ce que les populations d'Europe ont vraiment intérêt à ces guerres néocoloniales? Qui en profite? Ce sont des gens comme Bolloré, comme Lagardère, comme les actionnaires d'Exxon, comme les grandes banques. Ce sont ces gens-là qui en profitent. C'est pétrodollars et tout ça. Nous, on n'en voit pas la couleur. Hein. La vie ici en Europe, il faut pas penser que c'est des Rolls-Royce et des Ferrari pour tout le monde. Hein. Pas du tout, oui. Les gens sont très durs à nouer les deux bouts. Donc, ça n'est pas l'intérêt des 99% que le
colonialisme, le néocolonialisme continue. Notre intérêt, c'est d'avoir des autres relations, aussi bien dans le travail que dans les relations internationales. Monsieur Collin, j'ai envie de vous poser une question. J'aimerais vous dire, vous qui êtes opposé à la politique, j'ai envie de dire, américano-franco-sioniste, à l'égard du monde arabe, à l'heure actuelle, D'accord. Oui. Qu'en est-il de votre position par rapport à la politique russe, en premier lieu, et Chine? Est-ce que vous êtes plutôt pro-russe, pro-socialiste? Parlez-nous beaucoup plus. Moi, j'ai envie que vous me situiez votre position par rapport à la Russie et à la Chine. À vous, monsieur Collin. Alors, il faut distinguer ce qui se passe à l'intérieur de chacun de ces pays, et la Russie et la Chine, c'est déjà fort différent, et ce qui se passe sur le plan des relations internationales. Oui. Je ne suis pas forcément partisan de tout ce que fait Poutine et son gouvernement. L'écart riche-pauvre là-bas, ce n'est pas quelque chose que j'accepte, mais je ne vis pas en Russie, donc ce n'est pas mon combat. Je vis en Europe occidentale, mon combat il est là. Ça c'est la société que j'essaie de changer. Sur le plan des relations internationales, je vois une chose. Comme je le disais, on était dans un monde unipolaire avec les États-Unis maîtres du monde, se permettant de faire des guerres ou des coups d'État contre tous les gouvernements qui leur déplaisaient. Et ça, c'est en train de changer et je souhaite que ça change. Pourquoi c'est en train de changer? Parce que la Russie défend ses intérêts. La Russie, on l'a fait encercler militairement, on essaye de la priver de toutes ses richesses et de ses relations avec ses voisins, donc elle se défend. On essaye de l'encercler et de lui couper tous les contacts avec le Moyen-Orient. Le but de Paris et de Washington est de supprimer la dernière base russe en Méditerranée. Or, je m'excuse, les bases militaires, je n'aime pas, mais les États-Unis ont environ 800 ou 1000 bases militaires dans le monde. C'est légitime, c'est légitime pour les Russes, justement, de s'installer parce que donc, moi, je ne veux pas ce monopole et je suis très content si la Russie résiste et je suis très content si la Chine résiste. Ça veut dire qu'on est en train de passer vers un monde multipolaire et c'est ce que j'espère parce que dans ce monde-là sera un peu plus équilibré. La période où l'Union soviétique existait, les États-Unis osaient beaucoup moins faire des guerres et des invasions. Il y a eu le Vietnam, mais ils l'ont bien regretté, et après ils ont été plus prudents sur ce plan-là. Donc moi je crois qu'un monde multipolaire, c'est avantageux pour tous les peuples pour mener les combats économiques pour leur richesse, les combats sociaux pour la justice, les combats démocratiques, les combats pour l'indépendance. Donc voilà pourquoi je me réjouis que le rapport de force dans le monde change. Après, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qui se fait en Russie ou en Chine ou ailleurs. Il est clair, pour ceux qui ont lu mon livre Les 7 péchés d'Hugo Chavez, que je suis plus pour une politique très sociale, très démocratique, qui fait participer le peuple. Et voilà. Mais c'est aux différents peuples des différents pays de décider quels dirigeants ils veulent. Voilà, exactement. Voilà. Et je pense que si Poutine défend la Russie, et en fait, il faut faire remarquer une chose. Poutine et la Russie respectent le droit international, respectent la charte de l'ONU, et ce sont les États-Unis, la France et leurs alliés, dont la Belgique, qui n'ont tout le temps à la bouche que la démocratie et l'état de droit, qui sont en train de violer systématiquement le droit international et la charte de l'ONU. S'il y avait une justice internationale, tous les présidents des États-Unis, tous les présidents et premiers ministres français ou belges seraient jugés comme à Nuremberg, parce qu'ils commettent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.